Connaissez-vous en quoi consiste la résonance entre nous et une autre personne et à quel point ça peut avoir un impact sur nos relations? Je vois ça dès maintenant avec l'expert Olivier Guérin. Restez là. Olivier, bonjour. Oui, bonjour Pamela. Comment vas-tu? Alors, je vais très bien et toi? Eh bien, écoute, excellemment bien aussi. Ravi de participer à ce podcast et au plaisir d'échanger, d'apporter des informations utiles à nos auditeurs et personnes qui vont nous écouter. Ben oui, en fait, ça va être super intéressant parce que c'est un sujet que je n'ai pas encore, dont je n'ai pas encore parlé dans le podcast, la résonance entre soi et notre interlocuteur, la personne ou les personnes à qui l'on parle. Je commencerai en te demandant si tu peux nous expliquer c'est quoi la résonance. Alors voilà, la résonance est une notion vraiment fondamentale qui est abordée principalement déjà dans le milieu thérapeutique, mais nous, effectivement, là, ce qui nous concerne, c'est le milieu de la gestion, du leadership, et qui a été transféré aussi dans le milieu du coaching professionnel. J'ai été certifié coach. Et la résonance, c'est l'impact de la dynamique qui se développe assez rapidement entre une personne, le coach, son client, et ou un gestionnaire, un leader et une personne et son équipe. Et cette résonance vient teinter notre posture, notre attitude, et on la ressent plus ou moins, tu sais, quand on a les mains moites, au bout d'un moment, où on a de la difficulté à s'exprimer, où on est mal à l'aise sur un sujet, ou au contraire, ça clique tout de suite, ou au fur et à mesure de la rencontre, il y a effectivement une bonne communication qui s'installe, il y a une bonne écoute bienveillante qui est là, et cette résonance, elle est traitée plus ou moins de manière implicite. C'est un sujet qui est fondamental en coaching et j'avais écrit un ouvrage en 2019 dédié au coach pour mieux comprendre avec un modèle et identifier les éléments clés de cette résonance qui peut nous impacter. Et quelques années plus tard, je me suis rendu compte que on demande de plus en plus aux leaders, aux gestionnaires dans un contexte professionnel particulièrement d'avoir une influence avec intégrité, bien sûr, auprès des personnes. Et cette notion de résonance prend toute son ampleur et son importance aussi dans un cadre professionnel. Alors, c'est un petit peu moins connu. Et en même temps, ça donne des outils et un atout pour les gestionnaires, les leaders. Et cette résonance, cette dynamique, je dirais, elle est même présente entre nous. Lorsqu'il y a une interrelation, une communication déjà de soi à soi, on résonne de nous-mêmes avec notre discours intérieur, et en même temps avec une personne, qu'elle soit plus âgée, plus jeune, qu'elle souhaite une promotion, qu'on souhaite d'un sujet en relation intime, sociale et particulièrement professionnelle, que ce soit pour des revues annuelles, semestrielles, des suivis, des rencontres de suivi de projet ou des comités de gestion. On se retrouve évidemment dans une interdépendance de personnes, de communication, et on est plus ou moins à l'aise en fonction du sujet, du rôle, du titre, de l'âge, de l'apparence, de la pensée, de la projection qu'a la personne, de son attitude aussi. Et cela nous impacte. Et si on n'en prend pas conscience et avec des moyens utiles, on peut se retrouver à la subir, cette résonance, au lieu d'agir avec comme atout. Et juste pour clarifier, là, pour ceux et celles qui nous écoutent, est-ce que dans ton expertise, il y a aussi la petite partie d'énergie que l'on transfère d'une personne à l'autre, le côté énergétique, ou c'est vraiment, toi, ton expertise, côté vraiment relationnel? Alors, bien sûr, je ne rentrerai pas je suis pas un expert en énergétique, en Reiki, toutes ces pratiques que je respecte entièrement. Et c'est certain que notre corps émet un champ énergétique, on le sait, électrique, et notre posture, c'est ce qu'on appelle plutôt la vibration. Est-ce qu'on va vibrer plutôt sur une bonne énergie ouverte, bienveillante, ou est-ce qu'on va être plutôt renfermé et défensif? Et ça, bien sûr, si je te parle de manière un peu crispée, et puis je te réponds au mieux, puis tu le sens dans mon langage verbal, non verbal, que je suis pas à l'aise, ou au contraire, je suis posé, je t'écoute, j'ai peut-être pas forcément la réponse, mais je vais chercher la réponse. Tout de suite, ça, dans l'énergie et la dynamique de la relation, ça a une influence. Tout cela, c'est considéré effectivement dans cet aspect de résonance. Et bien sûr, moi, j'apporte surtout un élément, je dirais, très concret et un modèle qui permet d'identifier des composantes comportementales, gestuelles, verbales ou thématiques qui permet à un leader, à une personne, de prendre en considération quelle forme de résonance il est impacté, ou elle est impactée, excuse-moi, je vais utiliser les deux genres, il ou elle est impacté, pour justement mieux s'en servir dans le cadre de son activité professionnelle. Tiens, avec cette personne, ce collaborateur ou employé, je me sens plus ou moins à l'aise. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le fond? Ok, je suis pas très à l'aise. Maintenant, je vais pas me limiter à ça.
Est-ce que je rentre en défensif et je fais preuve d'autorité, ou au contraire, je fais preuve déjà d'écoute intérieure et puis d'identifier qu'est-ce qui me chicote, et ensuite de le travailler et de le co-construire et d'aller de l'avant avec la personne. Et ça fait toute la différence en termes de leadership, et particulièrement donc en coaching et en leadership, que ce soit de la gestion, leadership exécutif, en milieu corporatif ou organisationnel. Et juste avant de passer à l'aspect plus astuce, donc de donner peut-être des astuces pour apprendre à mieux gérer quand il y a une relation ou une énergie tendue entre deux personnes. Dis-moi si je me trompe, Olivier, en disant qu'on a un certain contrôle, je dirais même 90% de contrôle sur comment ça va se passer l'interaction avec une autre personne. Par contre, mon agissement peut changer selon l'autre personne, dans le sens où si je l'approche puis qu'elle m'attend fermé, et là, je tiens à préciser que les bras fermés ne signifient pas toujours une fermeture. Je le fais souvent parce que je suis frileuse, mais le reste du verbal, s'il démontre vraiment une fermeture, peut-être que moi, j'arrivais avec une bonne énergie, une bonne intention, et là, je vais me rétracter, ma posture va changer parce que je me fais accueillir un petit peu négativement. Donc, on a à quel point on a, nous, le contrôle versus l'autre personne? Alors, effectivement, la notion de contrôle, moi je parlerais plus déjà de la notion de maîtrise. Et ça se développe, la maîtrise. C'est un excellent choix. Tout d'abord, ce que tu viens d'amener est très pertinent dans le sens où je peux maîtriser ce que je suis à l'instant. Si je suis tout seul avec moi-même, tu sais, je peux décider de me tenir droit ou de me tenir ou de rester tassé, puis je m'en rends compte. Mais déjà, il y a une responsabilité en tant que personne, gestionnaire, leader, d'être en maîtrise de mon attitude. Déjà, est-ce que j'arrive à cette rencontre ce matin où on rencontre avec un collaborateur énervé, avec de la colère, mais je prends sur moi et je sais qu'il y a de la colère à un endroit, mais est-ce que je la véhicule ou je la retransfère dans mon attitude? Déjà, il y a une maîtrise et une responsabilité individuelle. Maintenant, face à toi, consciemment, inconsciemment, j'ai une réaction. J'apprécie ta silhouette, j'apprécie ton attitude. Peut-être la personne n'a pas mis de déodorant ce matin ou elle a mis trop de parfum ce matin. Je fais exprès. Et puis ça vient chatouiller un petit peu l'olfactif. Ou est-ce que la personne, ok, je l'apprécie, mais elle se rase pas. Puis moi, j'aime pas les gens rasés. Donc, tu vois, c'est une inter-influence. Et peut-être que la personne, elle, quand elle me voit, elle apprécie ou apprécie moins des choses. Même si je suis une attitude relaxe, peut-être que ça énerve la personne que je sois relax ou détendu. Et elle préférait, dans son image, avoir un gestionnaire inconsciemment plutôt rigide, mais au moins, ça conforte son idée d'un gestionnaire ou d'un leader. Donc, ce que je souhaite amener ici, c'est qu'il y a une responsabilité individuelle, bien sûr, de maîtrise initiale, et après, il y a un jeu un peu de ping-pong ou de tennis, de questions-réponses. Donc, comment je vais répondre à l'attitude de l'autre? Donc, déjà, prendre en considération l'autre personne, le collaborateur, et effectivement, en prenant en considération, je suis teinté déjà immédiatement, la personne a plutôt les bras croisés, elle fronce les sourcils, elle a un ton plutôt aigu ou pas, ou elle parle tout doucement et elle a un rythme très lent. Et moi, j'aime les personnes qui parlent vigoureusement et puis ça m'énerve, elle devrait accélérer. Puis quand je sais que cette rencontre, ça va être toujours un peu long parce que il faut que je prenne sur. Donc, je fais exprès de donner des exemples pour illustrer à quel point on est en interdépendance, en interinfluence constante, et c'est effectivement la responsabilité autant du gestionnaire, du leader, autant que possible d'être en maîtrise de sa posture et de sa réponse pour que le collaborateur se sente le plus possible accompagné, parfois recadré quand c'est nécessaire. Tu sais, un collaborateur qui a des comportements pas tout à fait adéquats ou pas tout à fait conformes à l'éthique professionnelle, c'est important de le recadrer ou de signifier que c'est pas dans la ligne et puis qu'est-ce qu'on met comme action pour recadrer. Puis ça fait partie de la job d'un leader ou d'un gestionnaire. Et en même temps, le leader, dans son attitude et sa posture, qu'est-ce qui va lui permettre justement de faciliter l'adhésion, l'influence avec intégrité de la personne pour faire réaliser ce qu'on lui demande de faire de manière plutôt volontaire que imposée. Voilà. Et ça, effectivement, dans mon livre, j'apporte des moyens avec des exemples, un modèle inédit qui avait servi beaucoup aux coachs. Et c'est sûr que je fais beaucoup d'allusions entre le coaching et la gestion, même si les gestionnaires ne sont pas forcément des coachs, on ne leur demande pas d'être formés au coaching, qui est une pratique spécifique. Et en même temps, il y a beaucoup d'interactions individuelles et prendre conscience, connaissance et agir avec cette résonance dans une dynamique. Et si elle n'est pas traitée, elle va s'amplifier. Par exemple,
On se rencontre une première fois, Pamela, puis la rencontre, elle est plus ou moins OK. Puis l'attitude se reproduit à une deuxième rencontre et une troisième, mais rien n'est traité. Eh ben, on va reproduire nos schémas, toi et moi, mais moi, en tant que responsable et leader et influenceur, gestionnaire dans mon rôle ou coach, c'est ma responsabilité professionnelle, en tout cas, de mieux gérer cette dynamique ou d'en prendre conscience pour que la rencontre, au fur et à mesure des rencontres, évolue de manière plutôt positive que négative et avec des impacts autant sur moi, avec une relation qui peut devenir jusqu'à même toxique, et sur la personne et l'équipe parce que elle n'est pas contente et puis ça génère du mécontentement. Et bien sûr, en termes de performance et puis je dirais d'état d'esprit d'équipe, ça a une influence et au final, ça impacte toute l'organisation. Et c'est drôle parce que je m'en allais justement dans cette direction-là pour ma prochaine question. Parce qu'on sait en coaching, parce que pour avoir suivi des formations, plusieurs formations en coaching aussi, je connais un peu certains trucs. On dit souvent que en tant que coach, de se positionner dans un petit peu l'effet miroir là, de notre client, ça peut aider, dans le sens où si on prend la même position, ça peut juste créer une certaine ouverture, un certain Tout à fait. que l'autre soit plus à l'aise. En affaires, j'imagine que ça doit être la même chose, un petit peu comme tu viens de le mentionner, mais à quel point, par exemple, on peut restructurer la personne, parce que si on s'ajuste à son énergie, à son positionnement, à sa posture, etc., et que la personne reste fermée, j'imagine qu'à un moment donné, il faut quand même couper, aller Voilà. la recadrer. Tout à fait. Et effectivement. Et dans le contexte professionnel, c'est d'autant plus délicat parce qu'il y a un rôle, il y a une fiche, il y a une fiche de poste, il y a une rôle, il y a des responsabilités attenantes à un leader et à un gestionnaire. Et attention que un leader peut être un gestionnaire, ça peut être aussi une personne influente dans l'organisation qui n'a pas forcément de titre. Je reviens à ta question. Maintenant, par rapport à une personne, effectivement, qui a des comportements qui ne sont pas tout à fait alignés et ou des résultats qui, au bout d'un moment, nécessitent un recadrage. Ce qui est important en tant que leader et gestionnaire, et c'est ce que font les excellents leaders, c'est qu'ils prennent bien sûr en considération l'état de la personne, l'état physique, émotionnel, social, marié, divorcé, peut-être que dans la famille il y a eu un diagnostic, avec je dirais une compréhension / compassion. Je comprends ce qui se passe dans ta vie. Maintenant, par rapport à ça, est-ce que effectivement, quelle action on peut mettre en place? Est-ce que tu prends des congés parce que tu n'arrives plus à travailler, puis ça t'impacte trop émotionnellement, puis on trouve une solution ensemble, ou tu décides de rester? Moi, je peux t'accompagner dans une certaine mesure à recadrer, et en même temps, on met en place un plan d'action ensemble et qu'on réévalue de manière régulière. Et ça, c'est tout à fait faisable. Et là, le gestionnaire, effectivement, à un certain degré, peut dire aussi, écoute, alors je prends toujours les exemples Franck, Nathalie, c'est des exemples génériques que j'ai vus en supervision ou en accompagnement. Franck, Nathalie, écoute, là, si on continue comme ça, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Ça va pas se passer bien. Donc, je lève un drapeau orange, on tire un petit peu la sonnette d'alarme, tout va bien jusqu'à maintenant. Est-ce que tu comprends là qu'en continuant comme ça ne pourra pas durer? Tu sais, on est dans le statu quo, mais le statu quo, au bout d'un moment, on est en gestion de changement. Et là, la personne va se rendre, soit elle lui fait réaliser qu'effectivement, ça ne peut pas durer et continuer éternellement, et on met en place un plan d'action. Donc déjà, il y a un accord implicite ou explicite, et à partir de là, il y a la co-construction d'un plan d'action pour, autant que possible, éviter une position d'autorité. Et en même temps, si c'est nécessaire, le leader gestionnaire va utiliser de son influence ou de son autorité pour parfois recadrer, voire imposer. Et ça, c'est, je dirais, les conditions extrêmes, parfois nécessaires et extrêmes. Un bon leader gestionnaire va trouver les moyens, justement, et avec la résonance, de mieux comprendre et mieux cerner ce qui lui arrive. Peut-être que l'employé vit une situation émotionnelle qu'il a déjà vécue ou traverse en ce moment le leader et gestionnaire, et lui-même est pris là-dedans. Et déjà, le fait de comprendre qu'il y a un effet miroir et de résonance par rapport à lui, d'assouplir un peu sa position au lieu de partir tout de suite dans de la gestion et une position d'autorité, et en même temps de trouver le juste milieu pour recadrer et accompagner la personne dans un cadre professionnel et éthique avec un plan d'action et des résultats qui vont s'en suivre. Mais si effectivement le gestionnaire ou le leader ne prend pas conscience qu'il est lui-même impacté par cette situation qu'il a vécue de manière plus ou moins positive ou négative, ça va teinter sa perception, ça va teinter son attitude, et là, la dynamique de résonance peut s'amplifier d'autant plus. Au même titre,
la dynamique de résonance peut être très très bonne, avec une bonne écoute, une bienveillance, et être une dynamique très positive, avec des beaux résultats qui arrivent, et un beau plan d'action, et qui se développe à travers les rencontres. Je pense que ce que tu mentionnes démontre à quel point on a tous besoin d'avoir du coaching de façon hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, peu importe, parce que dans la vie, on a toujours un travail sur soi à faire et il y a toujours des outils à appliquer pour s'ajuster, surtout en affaires, quand il faut s'ajuster, quand on a plusieurs employés. Ils ont toutes des personnalités différentes, des blessures différentes, des façons d'agir, des façons de parler. Et de se faire suivre en coaching, ça nous aide en fait à mieux interagir avec les employés, puis même en tant que gestionnaire, mais même entre employés. Tout à fait. Alors, évidemment, c'est l'une des raisons pour lesquelles la pratique de coaching et puis les demandes en coaching ont vraiment explosé dans les dernières dizaines d'années, les dernières années, parce qu'on se rend compte à quel point, effectivement, on a besoin d'accompagnement. Les organisations demandent à leurs leaders et gestionnaires de plus en plus d'adopter une posture de coaching. Alors, certains vont même faire des parcours de formation. Puis je rentrerai pas dans le détail. Donc, attention, moi, je suis coach certifié professionnel depuis une dizaine d'années. Je pratique le coaching de gestion. Et en même temps, je suis un consultant en gestion de changement auprès des organisations et je sais faire la distinction dans mes mandats entre la posture, alors parfois j'utilise certains outils, mais un accompagnement ou un rôle de gestionnaire, ce n'est pas du coaching professionnel en tant que tel. Donc je fais une distinction. Maintenant, ça peut intégrer des éléments d'accompagnement, de compréhension, de dynamique de coaching, bien sûr, et c'est ce qu'on entend et le terme a été vulgarisé. Donc je tiens aussi à préciser ça. Et justement, ce livre, Résonance et leadership et résonance, un atout, le secret des leaders, si tu veux, c'est que ça va permettre à un leader, un gestionnaire, de mieux comprendre l'impact de la dynamique relationnelle qu'il y a avec des collaborateurs qui ont le même titre ou une hiérarchie ou un titre supérieur ou des collaborateurs ou de son équipe, des employés. Et ça va lui permettre de mieux se positionner et d'avoir une meilleure posture et, au final, un meilleur état d'esprit d'équipe et des meilleurs résultats, autant pour lui, l'équipe et au final, l'organisation, évidemment. Et ça, effectivement, tout, je dirais, gestionnaire, leader, bon, pour certains, c'est implicite, c'est inné, c'est naturel, tant mieux, mais pour une grande partie, c'est inconnu et j'amène justement une méthode, j'amène un gabarit, j'amène un format très vulgarisé, simplifié, qui permet de prendre conscience de cette notion de résonance qui est omniprésente à chaque rencontre, qu'elle soit plus ou moins positive. Je compare souvent la résonance avec l'air que l'on respire. Là, en ce moment, on respire de l'air. Si je m'arrête quelques secondes, je peux en prendre conscience. Il est plutôt neutre. Si je suis en forêt, une bonne balade dans un parc, je sens l'odeur des arbres, la nature. Si je suis en ville, en embouteillage, si j'ouvre la fenêtre, je vais sentir peut-être le gaz, et puis ainsi de suite. Au même titre qu'une rencontre, comment est l'air dans cette rencontre? Est-ce qu'il est plutôt neutre? Est-ce qu'il est plutôt porteur, vif? Est-ce qu'il est plutôt moyen, voire nauséabond, désagréable, voire toxique? Et il y a besoin d'ouvrir les fenêtres. Donc, et ça, la notion de résonance, c'est la même chose pour les rencontres. Et on sait que l'influence d'un gestionnaire et d'un leader passe à travers son attitude et ses interrelations. Et interrelations, c'est des rencontres de comité, des rencontres individuelles, c'est de l'interpersonnel. Et donc, c'est de la dynamique relationnelle. Oui, tu peux influencer par un email, mais généralement, ça se fait au moyen d'allocution, de rencontres d'équipe, de rencontres individuelles, de comités. Ma posture déjà, avant d'aller dans ce comité, quelle est-elle? Comment je me sens? Quel est le sujet et quelle est ma relation au sujet qui va être abordé? Déjà, est-ce que c'est une revue de performance? Est-ce que c'est des projections? Est-ce que c'est un brainstorming ou un étalage d'idées? Puis déjà, comment je me sens, moi, plus ou moins à l'aise avec l'audience et ma participation? Comment je me suis préparé à ça? Je raisonne, moi, en tant que gestionnaire et leader par rapport à cela. Ensuite, une fois que je suis dans la rencontre, avec les échanges qu'il y a, puis le ton que ça prend, comment je me sens? Supérieur, inférieur, égal, à l'aise, pas à l'aise? J'ai les mains moites? Est-ce que je dis la bonne affaire? Comment je me sens dans l'inconfort de la nouveauté qui va se passer ou ce qui va se passer? Tout ça, c'est de la résonance. Et bien sûr, ma responsabilité en tant que gestionnaire, leader, c'est déjà d'en prendre conscience et d'agir avec. Et là, je suis en maîtrise de ça. Alors, c'est une maîtrise qui se développe. Est-ce que je maîtrise tout en un instant? Non. C'est un travail de… Et là, on peut se faire accompagner en coaching éventuellement. Tu vois ce que je veux dire, Pamela?
Et là, ça devient intéressant. Et en tant que leader, plus j'en prends conscience et j'agis en maîtrise, et bien sûr, dans la rencontre, peut-être qu'il y a un vice-président, un VP, quelqu'un du membre du comité ou un employé qui va sortir quelque chose, une pique ou quelque chose de très pertinent qui va me déstabiliser. Mais comment j'accueille le fait d'être déstabilisé? Est-ce que moi, le fait d'être déstabilisé, je suis à l'aise avec ça? C'est inconfortable sur le moment, mais naturellement, je suis à l'aise. Ou le fait d'être déstabilisé, je perds tous mes moyens, je me remets en question par rapport à ma légitimité, tu sais, ça va chercher, et ça peut impacter nos croyances, nos identités en tant que gestionnaire et leader. Et encore une fois, j'apporte des éléments qui vont permettre de renforcer la posture d'attitude d'un gestionnaire, d'un leader pour exceller dans sa pratique et bien sûr pour lui, son équipe et l'organisation. Et là, écoute, ça fait déjà 20 minutes, mais je vais y aller avec une dernière question qu'on va essayer de faire. Parle beaucoup. Non, mais c'est parfait parce que c'est super intéressant. Si tu pouvais pas dire négatif parce que je trouve que c'est un petit peu péjoratif, mais si on y va avec la résonance est plutôt difficile, quelles sont 2 astuces que tu pourrais dire pour aider à changer de bord? Alors déjà, ça peut évoluer. Le plus important, c'est d'en prendre conscience et surtout, quand elle vient nous impacter, ne pas s'attarder trop aux symptômes, c'est-à-dire, ok, ça vient me chercher, je suis en colère, ok, alors pourquoi je suis en colère, ok, je suis en colère, c'est la dynamique qui a généré ça. Est-ce que moi, je suis naturellement en colère, oui ou non? Plutôt non. Maintenant, je vis des émotions comme tout être humain. Et avec cette personne ou cette rencontre, je vis quelque chose de difficile. Maintenant, ce qui est important, c'est de l'information. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce qui est difficile? Est-ce que c'est plutôt dans un cadre de gestion, la personne ne respecte pas, ou ça vient me chercher sur un plan personnel, du quelque chose de mon histoire personnelle, ou est-ce que c'est un comportement qui n'est pas acceptable ou à recadrer dans le cadre professionnel? Ben déjà, tu vois, est-ce que c'est lié à mon histoire? Puis là, à moi de prendre sur moi et de faire le point par rapport à ça, ou est-ce que c'est le ton de la personne qui n'est pas un ton convenable ou une attitude convenable dans un cadre de rencontre? Et là, je peux déjà en désamorçant le fait que oui, ça m'a mis en colère, mais la notion de respect peut-être sur une valeur, mais est-ce que cette valeur, c'est le respect parce que ça vient me chercher, parce que j'ai vécu la situation, puis ça réveille des émotions fortes, mais lui, le collaborateur, il y est pour rien. Lui, il vient avec son expérience, puis il évoque une situation qui, moi, m'a réveillé des émotions. Ou au contraire, c'est lié au travail, puis là, c'est pas acceptable qu'il pointe du doigt un autre, puis c'est pas légitime, et la personne se décharge sur une autre. Et là, je recadre en disant, écoute, ça vient me chercher parce que l'attitude dont tu fais mention, je comprends que toi, c'est pas facile, mais reporter sur les autres une responsabilité qui te revient dans le cadre d'un projet, ça t'appartient. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour rectifier ça? Ou si la personne, ça vient la chercher effectivement personnellement, soit elle le garde pour elle, et ou elle l'évoque, elle peut aussi l'évoquer en disant, écoute, Franck, Nathalie, ce que tu viens de partager, ça vient me chercher sur un plan personnel. Maintenant, faisons la part des choses, ça me regarde. Maintenant, dans le cadre de l'exercice et les responsabilités que tu as, c'est important que ça ne se reproduise pas parce que ça a de l'impact. Moi, je prends sur moi, mais ça pourrait avoir aussi de l'impact sur un collaborateur négatif et sur l'équipe et sa performance. Je te demande d'être vigilant et on va faire attention par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en penses? Tu vois, je prends ma part, je la tasse pas, mais je la mets de côté, je recadre dans l'environnement de la rencontre professionnelle et je co-construis avec le collaborateur. Et si ça ne va pas, je recadre avec une certaine autorité et bienveillance. Olivier, merci. Merci beaucoup, Pamela. Vraiment intéressant. J'aurai d'autres idées à te soumettre à la fin de l'enregistrement pour d'autres podcasts. Merci d'avoir pris ce temps-là pour nous aider en fait à améliorer nos interactions avec les autres, nos relations et surtout la résonance que nous émettons et que nous recevons. Olivier Guérin, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pamela. Bonne journée. Bye tout le monde.